Ça, c'est un graphe qui présente les sources de gaz à effet de serre. Enfin, c'est assez connu, mais bon. Et on a le CO2, ouais. Le gaz le plus puissant, enfin, c'est le méthane, qui a un pouvoir de gaz à effet de serre très puissant. Mais le CO2 a une particularité, c'est que c'est une molécule très stable, qui a très peu d'énergie, et qui vit 300 ans. Et donc en fait, il s'accumule. Donc il y a des effets même exponentiels. C'est pour ça que maintenant il y a l'alerte qui a été donnée. Si on continue comme ça, l'accumulation va être telle qu'il va y avoir des effets de seuil importants et donc un impact sur la température. Et il y a le N2O qui vient essentiellement de l'agriculture et les gaz dont on parlait hier avec le SF6, tous les gaz réfrigérants en particulier, mais qui ont finalement ces gaz-là relativement peu de. Je ne sais pas où ils sont là, c'est les 2%. Donc quand on regarde ça c'est les émissions. Donc on voit les sources, effectivement, alors l'énergie, je ne sais pas si les couleurs en paraissent très bien, mais l'énergie on est déjà à 30%. Donc par rapport à ta question, qui climat, comment on se positionne par rapport à. On ne se positionne pas uniquement sur l'énergie, on se positionne sur toutes les sources qui conduisent à des émissions de gaz à effet de serre. Le rôle de la climat, c'est d'essayer d'avoir des impacts de réduction sur ces gaz à effet de serre. Donc, on va travailler sur, non pas la production d'énergie, on va laisser cela à la Kikino-énergie, donc la production d'énergie elle-même au niveau global, je crois que c'est, par rapport au CO2, c'est 45% des émissions. Donc ça, la Kikino-énergie va travailler sur des énergies sustainable, donc c'est-à-dire à la fois de la réduction également, mais aussi des sources pérennes d'énergie non fossile. Et nous, on va y travailler un peu, mais plus au travers des usages de cette énergie. Donc cette énergie, on va y trouver dans les transports, dans les bâtiments, etc. Donc après, on voit donc les transports, la forêt et les sources étaient aussi émettrices de CO2 quand elle est mal gérée. Soit parce qu'on détruit de la forêt en Amérique du Sud ou ailleurs, soit parce que, comme en France, on la laisse pourrir. 50% de la croissance de la forêt n'est pas récoltée en France. Donc finalement, elle se dégrade et le bois relargue le CO2 qu'elle capture. En fait, c'est qui le responsable de management de quoi? De la gestion des forêts? En France, ouais. L'ONF est propriétaire de 20% des forêts en France, donc elle le gère bien. Et 80%, c'est 3,5 millions de personnes. 3,5 millions. Donc une bonne partie, des gens qui ont hérité, ils ne savent même pas qu'ils ont une forêt, il y en a qui décèdent, il y a des centaines de milliers d'hectares qui ne sont pas attribués à une personne physique. Et c'est un problème très important parce qu'en fait c'est à la fois la capture du CO2 pour la forêt française qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on estime que dans, je ne sais pas si dans 20 ans ou 30 ans, la forêt en France sera neutre par rapport au CO2, c'est-à-dire qu'il y aura capture du CO2 et émission du CO2. Et après ça pose des problèmes économiques parce que toute l'industrie qu'il y a derrière dans l'exploitation du bois pour l'ameublement, pour l'industrie ou pour l'énergie et maintenant pour tout ce qui est bioraffinerie a des problèmes d'accès à la forêt parce qu'elle est fermée et du coup on importe du bois ou alors on envoie des grumes en Chine et ils reviennent en meubles. Donc on est sur les bâtiments, sur les cultures, sur donc la forêt, l'agriculture, etc. Donc en fait on va balayer un champ assez large d'activités, mais pas un focus spécialement sur énergie en tant que production, mais plutôt en tant qu'usage. Alors évidemment, dans les startups, c'est un autre volet, on est plus opportuniste. S'il y a une super startup qui développe une éolienne à l'axe vertical, par exemple, et que voilà, elle va contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, même si elle serait plutôt inno-énergie. Et ça, c'est le volet réduction, mais on a un deuxième volet qui est le volet adaptation. C'est adaptation au changement climatique. Donc là, on n'est plus dans des projets où on va dire on va essayer de réduire les gaz à effet de serre, mais on va essayer d'adapter l'agriculture, adapter, par exemple, il y a des questions
qui sont aujourd'hui pas des projets d'innovation chez nous, mais le trait de côte. Bon, comment on s'adapte pour que, la France reste le même pays que la Bretagne, avec son Gulf Stream qui peut-être, on ne sait pas s'il va s'échapper, etc. Donc c'est l'adaptation. C'est adaptation, les agriculteurs par exemple, hein, on commence à avoir des déréglementations un peu du climat, et les agriculteurs sont un peu perdus pour savoir s'il faut mettre de l'eau, pas d'eau. On a des vignes dans le Bordelais, mais pas que dans le Bordelais, où on a un problème de montée du taux d'alcool parce qu'il y a plus de sucre, l'irrigation est mal faite. Donc il y a des technos qui se développent, essentiellement par les startups, appuyés par des labos comme l'INRA, pour mettre des capteurs sur les vignes, pour permettre, je ne sais jamais si on dit les viticulteurs ou les vignerons, enfin, de savoir exactement quelle irrigation, quelle eau faut-il apporter à la vigne pour qu'elle se développe. Ça, c'est de l'adaptation. Moi, j'ai juste une question en fait. Je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle, la NASA avait publié un article, elle dit que la concentration de CO2 en air a atteint un nouveau record, on est autour de 400 ppm. C'est quoi la concentration de CO2 exactement aujourd'hui? Comment vous arrivez à mesurer ça? Et quel est votre objectif aujourd'hui dans le kit climat? Donc, est-ce que vous ciblez des projets, par exemple des startups qui font une réduction de CO2 autour de 200 ppm? Est-ce que vous avez un critère ou... On voit pas. Ça, c'est des concentrations de CO2. Désolé. On voit le principe. Ah, parfait. Donc, on est dans les 400 ppm, 400 mg parties par million de CO2. Ça veut pas dire qu'on ne sait pas ce que ça représente. Ce qu'on sait, c'est que depuis 1975, on était à 330, on va à 400, et ça c'est pour le méthane, et ça c'est pour les autres gaz. Ça c'est des observations, donc tous les scientifiques, les climatologues qui sont rassemblés dans un réseau qui s'appelle le GIEC, qui publie des rapports, et qui a publié son dernier rapport pour dire nous sommes responsables. L'activité humaine est responsable de ces émissions, premièrement. Deuxièmement, si on continue comme ça, on va dans le mur. On arrive à 4 degrés, plus ou moins 1 ou 2 à la fin du siècle. Et le niveau des mers va augmenter, etc. Nous, on est Kit Climat, on a 90 millions d'euros de budget européen, plus des partenaires. On ne va pas changer ça. Par contre, on va essayer et actuellement, on est en train de revoir toute notre stratégie pour savoir sur quel domaine d'activité, on travaille avec le BCG, sur quel domaine d'activité il faut mettre nos billes. On ne peut pas tout faire. Donc je vais vous montrer sur quoi on travaille, parce que effectivement, nous, on va pas avoir... moi, je peux dire qu'on a une start-up qui se développe sur l'optimisation énergétique dans l'industrie, et on peut dire qu'elle a réduit de 1,4% le CO2 européen depuis 2 ans. On peut le dire. Et il en faut 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100. Et si on cumule tout ça, oui, effectivement, on peut dire on a un impact. Ça, c'est un rapport en fait qu'a fait Papa. Il y a beaucoup de rapports qui sont faits. Hein, mais... Qui disent la même chose. Non, mais la grande question, c'est comment faire, quoi, pour... Oui. Voilà. En fait, donc, vous avez vu hier ce qu'était une KIC. Donc juste l'histoire, c'est Barroso qui s'est dit tiens, il y a le modèle MIT aux États-Unis, je vais faire la même chose en Europe, c'est EIT. Et avec le triptyque éducation, donc former des étudiants à l'entrepreneuriat, innovation, c'est se faire sortir des projets innovants, des labos, mais aussi du marché, des entreprises, et troisièmement, des entrepreneurs. Et tout ça devant faire un sorte de pipe, un peu théorique. Donc on a... bon, moi j'ai qualifié l'ACI comme un pôle de compétitivité au niveau européen, avec des membres qui sont donc des centres de recherche, des universités, des entreprises, grands groupes PME, start-up,
Et les membres contribuent à l'activité. Et quand on dit contribue, on peut même le chiffrer, c'est-à-dire qu'en gros, dans nos activités, nos partenaires investissent plus de 500 millions d'euros indirectement dans nos activités. C'est-à-dire que quand un partenaire va travailler sur un projet de biomasse, par ailleurs, il a déjà capitalisé en développement de la R&D ou des projets dans ce domaine-là. Donc on retrouve, là c'est un peu une photo, on va retrouver différents domaines d'activité que l'on a vu tout à l'heure dans le camembert. On va avoir Velux. Qu'est-ce que Velux vient faire là-dedans? C'est le bâtiment, c'est l'optimisation du bâtiment. Donc des labos, les compagnies aériennes KLM. Donc on est dans le transport, on est dans le Schiphol, un aéroport, des centres de recherche, des SUS. Donc on a à peu près 250 partenaires aujourd'hui pour la moitié des entreprises. Alors on est en pleine transformation, donc je disais à la fois sur où est-ce qu'on se positionne sur les marchés, mais aussi on avait une présidente, Marie Ritter, qui est une chercheuse, j'ai rien contre les chercheurs, mais qui a passé la main à un chef d'entreprise. À gauche, Bertrand Flandry. On était jusqu'à présent une association où tout le staff de la TIC était et est toujours employé par les partenaires. Et on est en train de créer une structure, une société. C'est comme... Un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, on a une association qui reçoit l'argent européen. Et l'association va être actionnaire à 100% d'une société holding, Climat BV, qui elle-même va être actionnaire à 100% de filiales dans chacun des pays. Donc on est organisé comme une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que virtuellement, on a un CEO, on a un CFO, on a un COO, on a 3 patrons d'activité, éducation, innovation, entrepreneuriat, des patrons de pays et du matriciel avec les axes marketing sur lesquels on va aller. Et du coup, dans ce changement-là, vous allez employer plutôt par la même structure ou ça continue avec Non, justement, l'objectif chaque d'avoir une structure c'est parce que quand la commission nous a tous créés, c'était de dire vous êtes là pour créer de la croissance durable dans vos domaines d'activité avec des impacts sur le climat, énergie, il y a la santé, etc. Durable, ça veut dire que c'est pas un coût. On doit trouver des champs durables, avoir un impact sur l'économie et sur l'emploi et sur la création de valeur. Donc on est comme une start-up, donc on a été créé il y a 4 ans, 4-5 ans, avec 2 millions d'euros de budget. Aujourd'hui on est à 90 millions d'euros. Et l'Europe nous avait dit dans la feuille de route, c'est je vous accélère, je vous créez de la valeur, vous devez percevoir des revenus, que la Kikino Énergie a fait plutôt que nous, parce que mes budgets ensuite vont diminuer. Donc c'est assez virtuel, vertueux comme mécanisme, et on est dans ce changement-là. Et pour ce faire, avec une association, c'est un peu difficile de faire ce travail-là, on se crée en société, et pour gérer un staff qui lui-même est éclaté auprès de différents employeurs, c'est pas possible. Donc effectivement, on va être transféré, où il y aura des recrutements aussi extérieurs, dans les structures. Donc en fait là c'est grosso modo les domaines d'activité dans lesquels on est, et vous vous souvenez, donc il y a éducation, innovation, entrepreneuriat. Donc ça c'est plutôt pour la partie innovation, pour le développement de projets d'innovation, où on a des thématiques précises et qui sont en train d'être complètement revues. Donc on travaille sur tout ce qui est sur le domaine des villes, bien sûr, les villes durables, parce que 60% de la population va se retrouver concentrée dans des villes, et que les villes sont aussi finalement la résultante de transport, de bâtiments, de plein de choses qui font que la ville, en tant que telle, est l'une des sources les plus émettrices de gaz à effet de serre. Donc on va travailler sur des problématiques de ville durable et de la transformation des bâtiments. Dans le même domaine, mais plutôt dans le domaine industriel, on va travailler sur
sur des sujets de bioéconomie. Et ce qu'on appelle Industrial Symbiosis, c'est plutôt l'économie circulaire au niveau industriel. Il y a des chimistes qui font ça depuis les années CBASF. Donc sur une grande plateforme, il y a une usine qui fait un produit, il y a un sous-produit, le sous-produit est réutilisé par l'autre, etc. Donc c'est un peu donc ça, en haut, c'est plutôt le domaine réduction des gaz à effet de serre, et en bas, c'est plutôt l'adaptation au changement climatique. Donc, sachant que les deux, quand on travaille sur l'agriculture, quand on s'adapte, on peut aussi avoir, bien sûr, un effet sur les gaz à effet de serre. Donc, on va travailler sur tout ce qui est management de l'environnement et tout ce qui touche à l'agriculture et à l'eau, la gestion de l'eau. L'eau, c'est pareil, pouvoir s'adapter à des évolutions sur la pluviométrie, sur les ressources des nappes, etc. Et le quatrième volet, c'est un peu ce que tu disais sur comment on mesure, etc. Parce qu'aujourd'hui, les mesures sont faites. Les mesures du CO2, c'est des mesures statistiques sur la base d'inventaire. C'est du top, c'est du down. Voilà, on part du nombre de voitures, du nombre de centrales électriques, et on dit bah, ça fait tant de CO2. On va mesurer du CO2, du méthane, etc. Donc nous, on développe aussi des activités sur le monitoring des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, sur la ville de Paris, par exemple, et par rapport à la COP21, on va avoir un réseau de capteurs qui vont pouvoir mesurer, permettre à des villes de vérifier que l'inventaire physique correspond. Quel est le décalage? Il y a un décalage. Mais ce n'est pas uniquement pour mesurer, c'est aussi pour dire, l'urbanisme dans une ville, quel va être l'impact de mon plan d'urbanisme sur les émissions de CO2. Si j'interdis les voitures dans Paris ou je ne sais pas quoi, ou dans l'entrée de... Quel va être l'impact sur la ville de Paris, mais à l'extérieur? Et ça, il y a des modélisations qui permettent de faire. Service d'adaptation, on travaille par exemple avec des assureurs. Comment permettre aux assureurs d'adapter leurs primes et leurs offres par rapport à des événements climatiques qui sont en général pour les assureurs des événements extrêmes, des tempêtes, des vagues de froid, etc. Parce que ce qui est compliqué, et toujours compliqué pour tout le monde à comprendre, c'est que l'évolution climatique, donc de la température, s'accompagne aussi avec une accélération d'événements extrêmes. Donc on va avoir des vagues de froid plus importantes qu'il y a 10 ans, 20 ans. On va avoir des vagues de chaud, des vagues de froid, et tout ça va s'accélérer. Donc, dans tous ces domaines-là, il y a aussi de l'adaptation. Une centrale nucléaire, est-ce qu'elle va résister dans 50 ans? Le transport d'électricité haute tension, est-ce que le câble ne va pas se rompre du fait de l'accumulation de gel? Donc, on travaille beaucoup sur des modélisations, il y a beaucoup de big data pour effectivement se projeter dans le futur. Bon, ça c'est... Voilà, donc actuellement, on est en train de transformer... Par rapport à l'agriculture, parce qu'un des facteurs qui permet aussi d'adapter l'agriculture, c'est la sélection variétale. Est-ce que des projets de sélection variétale spécifiques pourraient être utiles? Alors, actuellement, c'est un peu... Tout à l'heure, j'ai présenté que les activités, c'est quelques mots. Land and water, c'est agriculture et gestion de l'eau. Après, en fait, on travaille avec nos partenaires qui sont dans ce domaine-là, européens, donc comme l'INRA en France, sur quelles sont les thématiques un peu plus précises, d'une manière plus précise. Donc, il y a une feuille de route qui est donnée, et aujourd'hui, c'est assez précis et ça n'intègre pas l'ensemble des sujets. Ce qu'on veut faire demain, voilà, c'est dire on est dans l'agriculture, on ne va pas se limiter uniquement à des domaines d'activité qui font plaisir à nos partenaires. Parce que quelque part, moi je suis INRA, je ne vais pas dire je veux travailler sur ça si je suis sur la variété des espèces, c'est ça, une variété de la sélection, si j'y suis pas, parce qu'en fait on est un partenariat. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est de dire par rapport à nos partenaires existants, mais aux partenaires futurs, comment élargir le scope des activités pour ne pas être trop limité à des activités qui sont trop centrées sur nos partenaires et qui n'auraient pas assez d'impact.
Donc ça, c'est en cours de définition. Voilà, c'est le... Vous comprenez, on est en partenariat, donc si je vous demande sur quoi vous voulez bosser, vous allez dire sur mon domaine. Après, bon, peut-être c'est la question, et alors concrètement, pour les entreprises, parce que je pense qu'il y a deux questions qui se posent, Bon, parce que le temps tourne, il faut qu'on en parle. Donc là, on voit bien le positionnement, on voit que c'est en train de définition, parce que c'est compliqué. Mais moi, tout de suite, j'ai des questions en me disant, bon, tiens, je pense, petite que toi, là, j'ai regardé un dossier ce matin, là. Je l'envoie pas. Bon, ça, c'est une première question, on peut en discuter. Mais si je l'envoie, c'est pour gagner, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a 50% de l'activité de l'Active Climat, et je crois encore grosso modo de l'Innoénergie, ça va être un peu pareil, ce sont ces projets collaboratifs. Moi, c'est pas ma responsabilité. J'ai un rôle d'accélérateur de ces projets comme une start-up, je vais aussi dans les projets et je les aide à mieux se structurer depuis l'idée, parce que si on veut avoir un retour d'investissement, il faut aussi avoir des projets qui soient un peu orientés business. Et jusqu'à présent, on avait des projets qui étaient trop orientés innovation R&D, quoi, R&D innovation. C'est-à-dire les gens se font plaisir, font des projets européens, tac tac, et à la fin, il n'y a plus rien. C'est un peu le problème. Donc il faut qu'on transforme, et ce qu'on est en train de faire depuis l'idée, on est depuis l'idée des projets qui sont businessman lead. Voilà. Et donc ça, c'est les projets d'innovation. Donc on n'est pas obligé d'être dans l'accélérateur dont je vais parler après, pour candidater pour un projet d'innovation. Et comment on candidate pour un projet d'innovation? C'est très difficile, quelque part, puisqu'il n'y a pas de call ouvert au marché. Le call est ouvert dans la communauté. Donc, c'est un peu une difficulté. Donc, le conseil que je donne, donc c'est pour ça que les gens ne connaissent pas trop la KIC, puisque en fait c'est un club privé quelque part. Mais il est public, donc normalement il est ouvert. Donc, donc c'est notre rôle, et dans l'équipe en France en particulier, c'est d'essayer d'ouvrir au maximum. Et pour ouvrir, on va voir autant des Air Liquide que des startups. Pour essayer de voir si ces gens-là n'ont pas des contributions à apporter d'un côté, et de l'autre à retirer quelque chose pour elles, parce qu'il faut une motivation des deux côtés. Donc en fait, l'intérêt de la KIC, globalement, c'est de créer des chaînes de valeur. Moi, Air Liquide, je fais des gaz, je n'ai pas besoin d'un KIC climat. Moi, Air Liquide, demain, j'ai une stratégie biomasse. 1 milliard de chiffre d'affaires dans les 20 ans. Je ne suis pas spécialiste de la biomasse. Je vais travailler avec le CA pour faire de la recherche. Et la KIC a son intérêt parce qu'on peut créer un chapelet de compétences que Air Liquide peut trouver en bilatéral. Mais il y aura un accélérateur à allonger la chaîne, à former un projet. Donc moi, je motive Air Liquide à rentrer. Mais c'est pas en disant viens candidater au club KIC, tu vas voir, c'est une belle communauté. C'est tu viens avec un projet. Tu viens avec un embryon de chaîne de valeur et voilà, on va construire quelque chose ensemble. Et le quelque chose ensemble, c'est un projet d'innovation, et on revient à la discussion d'hier, c'est des projets qui sont de 3 à 5 ans, pas 5 ans, plutôt 3 ans maximum. Et puis, quand ils sont sélectionnés, ils sont financés par la KIC, par l'EIT, cofinancés en ressources par les membres. Et là, je vais reprendre la discussion d'hier, c'est à peu près la même chose. Ça peut être 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Et là, c'est comme si on catalysait non pas une entreprise, mais un projet. Donc c'est exactement le même principe. Et pour venir, ben voilà, il faut se faire connaître, il faut aller au contact, et il faut, dans les thématiques qui nous intéressent, aller chercher les bons interlocuteurs. Ouais. Est-ce que et en fait, il faut qu'on, voilà, il faut. C'est pas une plateforme web où lequel on tape, on s'inscrit. Il faut initier un contact pour comprendre quand tu dis ça, qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu as une chaîne de valeur avec un labo, des entreprises, En fait, j'ai un projet. des trucs. Alors, là, la question, projet collaboratif. la question elle est très importante, parce que si on entend souvent, je cherche quelqu'un pour financer mon truc. Je lui dis,
va voir, il y a plein de guichets pour financer. Nous, on n'est pas un financeur. On est un investisseur. On est un développeur. Donc c'est dans l'autre sens. En fait, Mais c'est juste un jeu de mots, hein, mais... Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est sur la sélection variétale d'arbres. Donc, c'est l'échelle de temps qui pose problème, parce que l'investissement y est. Alors là, on est en plein dedans. Je me permets d'en parler parce que tu as Aujourd'hui, par exemple, en impact CO2, la forêt est en train de vivre la sécheresse d'il y a 10 ans. Hop, donc tous ces arbres qui ont reçu un socle hydrique hyper violent il y a 10 ans sont en train de relarguer leur CO2. La forêt qui n'est pas récoltée, enfin récoltée c'est un terme, mais il y a des forêts entières qui sont plus résistantes par rapport au climat. Donc, et là on travaille dessus, on veut travailler dessus. Donc ça c'est intéressant. Et même si on va replanter des arbres qui finalement auront un impact dans 25 ans. C'est pas grave parce qu'entre temps on aura récolté des arbres qui sont plus résistants au changement climatique. Et en plus, il y a plein d'activités industrielles qui en ont besoin et qui ne le trouvent pas en France. Donc c'est complètement paradoxal. Donc oui, ben, on en parle. Et je pense que les thématiques de l'actif climat seront beaucoup plus pragmatiques et ouvertes. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai présenté. Et ce que j'ai présenté, c'est le fruit de nos partenaires. Donc encore une fois, si moi je suis un labo aux Pays-Bas qui est spécialisé dans les microalgues et les je sais pas quoi, enfin, je vais dire à l'actif, moi j'aimerais bien bosser dans ce domaine-là. Donc on va essayer d'ouvrir un peu plus. Et sinon, on est dans la même logique de dire, voilà, on investit avec nos partenaires. Et nos partenaires, vraiment, c'est eux qui proposent le projet. Et on peut devenir partenaire enfin, en n'étant pas partenaire et en arrivant avec un projet. Ou avec un petit chapelet de 3 PME, un labo. Et j'ai un cas récent, c'est une société qui fait du cycle de Rankine, qui travaille avec toi, mais qui est sur un projet sur la paille de riz aux Philippines, et on peut travailler sur un projet aux Philippines. Je rappelle que le gaz à effet de serre, il est uniforme autour de la Terre. Donc, le CO2 chinois, le CO2 machin, c'est uniforme. Bon, donc là, il arrive avec un chapelet de 3 PME européennes, un centre de recherche sur l'Institut international du riz, c'est la valorisation de la paille de riz pour faire de l'électricité in fine. Bon. Je ne sais pas si ça va coller, mais c'est un exemple. C'est-à-dire qu'il arrive déjà avec un chapelet. Et bon, il vient me voir en disant on a besoin de quelqu'un pour nous financer. On retraduit le mot et en fait, il a besoin, quand on creuse, d'un labo français ou d'un deuxième labo en Europe pour travailler un peu plus sur cette paille de riz. Et puis, peut-être d'un industriel un peu plus costaud. Et là, il y a Cofeli qui s'intéresse, qui est aussi partenaire de chez nous. Et pour constituer l'ossature d'un projet. En fait, je pense qu'on vient plus facilement avec un projet qu'en disant toc toc bonjour, est-ce que je peux devenir partenaire? Sauf si c'est un grand nom, on a Ikea qui arrive, Ikea il va venir, on a Novozymes qui arrive, Novozymes donc c'est plutôt sur la bioéconomie, etc. Donc il y a des grands noms où on ne se pose pas trop la question. Ok. Parlons ça c'est des projets collaboratifs. Ouais. Parlons, je dirais, du start-up machin, ou je sais pas comment vous appelez ça, l'accompagnement individuel des entreprises. Alors vous pouvez peut-être faire un numéro de duetiste, ouais. Je ne sais pas, mais... Donc un quart de l'activité d'Actif Climat, c'est l'accompagnement, l'accélération de start-up innovantes, pas forcément éco-innovantes, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que je fais du big data pour faire une réduction d'énergie et donc réduire du CO2? Est-ce que c'est éco-innovant en tant que technologie? Je ne sais pas, je crois pas. Enfin, c'est des startups innovantes qui ont de l'impact. Adaptation ou réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est un budget annuel de l'ordre de je sais pas, 16 ou 17 millions d'euros. Il y en a une dizaine
consacré à l'accélération des startups, sous forme de subvention, et là aussi transformation du modèle. Probablement subvention va devenir un moyen de valoriser des participations dans les startups. Donc ça, c'est à peu près 10 millions sur 16 au niveau européen. Donc au niveau national, ça fait à peu près 1 million d'euros. Combien de startups aujourd'hui 1 million d'euros, une startup qui démarre, elle n'est pas forcément créée, elle va être créée, ou elle est déjà créée dans le stade de départ, et elle va suivre un cycle de 3 phases jusqu'à ce qu'elle commence à se déployer. Donc elle peut avoir grosso modo 100 000 euros de subvention, donc c'est 100 000 euros qui peuvent être valorisés en equity, puisque c'est le modèle dans lequel on veut rentrer. Donc 100 000 euros. Donc aujourd'hui, il y a, j'utilise pas le million d'euros, parce que aussi on a une problème de capacité humaine, merci Stéphane d'être là. On a à peu près une cinquantaine de startups en portefeuille. D'accord. Valoriser en amorçage ou quand exactement et ce qui va faire la valorisation aussi, est-ce que c'est des négos, une valeur post-monnaie Je ne vais pas rentrer dans le truc, c'est en cours de... D'accord, c'est pas... Je pense qu'on veut avoir des term sheets fixes non négociables pour éviter d'entrer dans des négos, puisque les gens de l'Acquis Climat ne sont pas des business, c'est pas des gens de business, c'est pas des gens c'est pas des investisseurs. Donc on veut probablement essayer d'éviter ça en disant c'est que au démarrage de la start-up, on annonce la couleur en disant si tu restes avec nous pendant les 3 phases de développement, c'est 100 000 euros. Ces 100 000 euros, j'allais dire, c'est le modèle Xavier Niel, mais qui dit j'investis dans 2 startups par semaine, 1 million d'euros de valorisation, en 15 jours, je mets 150 000 euros et ça fait 15%. Term sheet disponible, hop, c'est ce que fait Xavier Niel dans Kima 15. Bon. Nous, c'est un peu ça, toute proportion gardée. Donc on a les 3 stades de développement. Donc ce que je disais tout à l'heure, on démarre au stade 1 au niveau de l'amorçage, qui représente un budget de 20 000 euros. Ensuite on passe en phase 2, c'est une phase de plutôt démonstration, de validation de 25 000 euros et une phase 3 de 50 000 euros. Cet argent-là en fait est utilisé. En France on a poussé le modèle un peu plus loin. On ne fait pas un chèque de 20 000 euros à une start-up, ou 25 ou 50. On dit, t'es rentré chez nous, je vais vous montrer les critères de sélection. Et on fait un travail de business coaching, on va dire, où on va dire qu'est-ce qu'on fait compte tenu de ton entreprise, de ta stratégie, de tes moyens, de tes ressources, de ton équipe, de ton plan, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour lever les verrous pour accélérer ton développement. Et avec ces 20 000 euros, on va rembourser des prestations extérieures. Ces prestations extérieures, c'est le fruit d'un plan d'action. Donc on va dire, par la discussion avec le dirigeant de la start-up, ouais, attends, là je comprends pas, parce que là ton marché, je ne vois pas très bien, ça serait quand même pas mal de faire une petite étude de marché. On va chercher le consultant qui va faire l'étude de marché. Voilà. On le présente à la start-up. Il est d'accord, il n'est pas d'accord, il discute, c'est lui qui décide in fine. Mais on lui apporte des idées qu'il n'a pas forcément. Et on arrive par un brainstorming des discussions un peu itératives à fixer des actions qui peuvent être, il n'y a pas de plan prédéfini. On peut travailler sur le développement de la techno, sur un brevet, sur la structuration juridique des sociétés, sur du business développement. À chaque fois, c'est des prestations extérieures. Donc c'est pas, voici la liste des dépenses éligibles, présente-nous des factures. Ça, c'est le modèle qui existe, je ne le critique pas. Nous, on veut faire plus, on veut peser plus sur cet argent, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en modèle equity, donc moi, je considère que c'est de l'argent public. Tout euro dépensé en subvention doit avoir un retour au moins pour la société, non pas de dire, tiens, débrouille-toi. Donc, ça veut dire concrètement que vous faites une sorte de plan de travail de l'entreprise, en mode collaboratif. Exactement. Exactement. Et vous on fait un roadmap.
Voilà, une roadmap. Et c'est vous qui dites, bon, je suis d'accord pour payer ça, 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 ça et ça. In fine, ouais. Hein, c'est comme vous qui avez la main Voilà. sur le carnet de Mais chèques. ça, c'est vraiment. Je suis d'accord pour payer ça, en fait, c'est le reflet d'un plan d'action. C'est la conséquence. Et dans le diagnostic, et là je réponds peut-être à ce que disait Nicolas en particulier, c'est qu'on n'est pas dans un tunnel pour dire, ben nous, voilà, on est nos 20 000, 25 000, 50 000, on sait que c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Il y a aussi du BPI, il y a aussi de l'AIA, il y a aussi de je sais pas quoi. Et donc, la réflexion avec le dirigeant, c'est qu'il nous dise, lui, ce qu'il a par ailleurs et ce qu'il n'a pas. Parce que si on veut faire du développement de la techno, on sait qu'il y a des outils qui sont peut-être un peu plus puissants pour faire ça. Donc on essaye de faire ce travail, de dire, mais pourquoi tu ne vas pas voir le CFI, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. Pour faire telle et telle chose, parce que nous, on ne va pas cramer, on n'a pas assez de moyens pour le faire. Donc il dit, ah, je ne connais pas le... Voilà. Donc on essaie de faire ce travail pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire, et ce que nous, on peut faire peut-être un peu mieux. C'est excellent. Donc c'est dans cette... voilà, et pour répondre, pardon de parler trop, on a aussi des activités, d'autres activités, on fait des masterclass aussi pour les startups sur des questions, comment se présenter devant un investisseur, ou comment négocier avec un VC, ou sur la négociation commerciale, ou des choses comme ça, au niveau européen. On fait aussi des missions à l'international. On part avec 20 startups en Silicon Valley et on va aller voir les entrepreneurs, aller voir Cleantech Open ou Global, je ne sais pas comment il s'appelle. On va voir des académies de startups, on va voir des industriels, on va voir des... Et puis plus spécifiquement, si on est français, on va aller voir le consulat général de Los Angeles qui est très grand. Oui, et puis en plus c'est un État, comme vous le savez, qui a beaucoup bossé sur le changement climatique déjà, avec son gouverneur qui a fait beaucoup de choses. Il a fait moins 40% quand même de l'émission de CO2 pendant son... C'est pas un septennat. Voilà, on fait aussi beaucoup de compétitions. Ça, c'est le côté visibilité. Visibilité, et puis il y a aussi un peu d'argent à la clé pour les startups. Et ce programme d'accélération, il n'est pas uniquement bilatéral, c'est-à-dire qu'une start-up qui a un intérêt pour, au-delà de l'accélération, on va la connecter à un projet d'innovation, on va la connecter à nos partenaires. Parfois, ce ne sont pas nos partenaires, mais moi je vais voir un GDF Suez par exemple. J'organise des accès premium pour des start-up un peu ciblées qui sont dans notre programme. Dans l'Open Innovation de GDF Suez. C'est pas le tout qu'une start-up candidate dans l'Open Innovation de GDF Suez pour être soit pour recevoir un investissement ou soit faire une démonstration, une validation dans le groupe. C'est que je travaille avec les gens chez GDF Suez pour qualifier un peu plus la start-up. Et ces gens-là, au même titre qu'un investisseur, ils adorent que dans la masse entre guillemets de start-up, il y a des gens qui sont un peu neutres, qui puissent dire, celle-là, je l'ai accélérée, elle est bonne, elle a un intérêt pour toi, tu devrais la regarder. Et du coup, ça a un poids, qui pourrait même être monétisable, enfin une valeur qui pourrait être monétisable d'ailleurs. Ce que fait Cleantech Open, je dirais plutôt Ecosys, mais là dans un cadre un peu plus économique. Mais est-ce que vous avez des capacités de mise en relation ou d'influence, voire de contre-influence vis-à-vis de services de l'État au plus haut niveau, en France ou vis-à-vis de l'Europe? Parce que on a des problématiques avec les PME aujourd'hui. Je pense notamment dans le bâtiment, c'est vachement compliqué, quoi, parce que j'ai une PME qui est innovante. Je veux avoir, et je suis obligé de passer en France par la case CSTB, quoi. En gros, faut pas dire, moi, il y a des PME à qui on fait la recommandation d'aller faire homologuer leurs produits en Allemagne. Ouais. Hein, parce que le truc, ça c'est la vraie vie. Tiens, ventilaire sec, je sais pas si c'est chez toi, hein. Ventilaire sec, il dépose un dossier sur de la VMI, quoi. Hop, à le CSTB. On attend 2 mois pour avoir le courrier, hein, pour un titre 5.
Et on dit, n'oubliez pas de remplir le dossier papier qui est en annexe. Ils ont oublié. Alors, Non mais attends, premier truc. Deuxième truc, je suis avec Sanden, histoire vraie, hein, il y a 5 ans. On savait qu'il y avait un groupe de travail sur le CSTB, sur la pompe à chaleur eau chaude sanitaire. Je demande à une de mes collaboratrices, on dit à Sanden, on s'est caché. Hein. Donc on dit, tiens, je demande à une de mes collaboratrices d'appeler le CSTB en disant, nous avons une entreprise qui travaille sur une technologie innovante et qui pourrait être, etc. Au téléphone, on dit, c'était le jeudi. On dit, rappelez mardi. Comme ça, hein. Paf. Mardi, elle appelle, ils disent, c'est Sanden. Eh bien, si c'est Sanden, c'est non. Donc ça veut dire qu'entre le jeudi et le mardi, ils avaient fait la diligence, ils s'étaient renseignés, ils savaient qu'on accompagnait Sanden et ils ont fait le truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en structure d'appui locale, par rapport à ce genre de choses? Alors, chacun apporte sa modeste contribution, mais on se rend compte que c'est vrai qu'en étant un outil européen, on est quand même dépendant d'une agence européenne, Commission, même si Juncker est en train de faire son propre plan qui peut il va aller chercher des fonds, en particulier en réduisant le budget éventuellement. Mais on a le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est-à-dire que on est supporté, il y a des conférences, il y a de l'animation, et le MESR nous demande notre avis au KIC sur les programmes européens, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'un PME? On travaille dans des groupes de travail, et ça, c'est de l'influence. Ensuite, alors ça ne répond pas à ta question. Non. Notre directeur de l'innovation participe avec Madame Lepage, ex-ministre, dans un groupe de travail demandé par Ségolène Royal, dans lequel il y a des sujets qui tournent beaucoup autour des startups et des PME. Comment faire pour accélérer leur développement et faciliter un peu les actions que tu m'as dit. Donc c'est des idées qu'on fait remonter directement dans les groupes de travail. Oui, mais tu ne te rends pas compte, en fait, du poids d'un rapport qui arrive sur un ministre qui n'y connaît rien. Non, mais j'entends bien, mais c'est très important. Mais ma question, elle est très concrète, c'est-à-dire si j'ai un cas d'entreprise. Eh bien, tu te débrouilles, moi, ce que je ne sais pas faire. Vous ne savez pas faire. Non, mais c'est... Non. Je réponds à ta question en disant qu'on ne changera pas le CSTB en tant que tel, mais s'il y a un ministre qui voit que c'est un point de blocage pour les startups et les PME de se développer, de manière générique, in fine, tu sais comment ça marche en France. Tout d'un coup. Non, mais d'une manière générique ou pour un dossier particulier. J'ai un autre exemple. J'ai une PME française, bretonne, qui a fait un système sur les 3,5 tonnes. Vous voyez, 3,5 tonnes pour les artisans. Aujourd'hui, en fait, on n'a que 200 kg de charge utile. Une fois qu'on a mis les 3 compagnons dedans, et tout, etc., il n'y a plus rien. Il a inventé un système de remorque attelée semi-rigide, qui est conforme à la réglementation européenne. Il a fait homologuer son produit en Allemagne. Il a l'homologation allemande. Eh bien, les services de l'État français, on n'enregistre pas, disent c'est une surinterprétation de la réglementation. Le gars, il avait fait mettre son produit, je dirais, au catalogue chez Gruau, qui est quand même un des grands carrossiers français. Eh bien, il y a eu de la pression sur Gruau, qui a retiré son catalogue. Et aujourd'hui, il y a des industriels allemands. Le gars, il dit à BPI, de toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Je vais tout rembourser. Mais s'il n'y a rien qui se passe, on est sur des enjeux de création de 100 emplois. Hein. S'il n'y a rien qui se passe, je vends mes brevets à un Allemand. Et ben dans ce cas-là, la question c'est comment on fait je mouille la région Bretagne pour essayer de mouiller le cabinet de Le Drian, pour qu'il passe un coup de téléphone à Ségolène, pour qu'on dise que ça commence à... c'est exactement, mais il n'y a pas d'autre solution en France. Voilà. D'abord, tu peux avoir une solution un peu déterminée. Enfin, effectivement, nous, on n'a pas, à notre niveau, on est beaucoup plus en impact sur l'Europe, sur des roadmaps à long terme. On travaille dans les 2 KIC sur donner les différents domaines d'activité et d'enjeux de demain au niveau de l'Europe, sur des roadmaps thématiques dans l'énergie, qu'est-ce que ça va être, dans le climat, qu'est-ce que ça va être. C'est beaucoup plus macro et stratégie long terme.
Donc on n'a pas vraiment de contact, nous, direct privilégié. On va en avoir avec nos partenaires respectifs qui vont être plutôt industriels ou autres. On ne va pas avoir un point d'appui sur le CSTB. Donc, voilà. On n'a pas dans chaque pays des points d'appui privilégiés de ce type-là. Par contre, peut-être un élément de réponse aussi. Donc ce que tu dis, c'est une voie. Moi, j'ai le cas là avec Steamergy, donc cette société dont je parlais hier qui est dans faire de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage à partir de la chaleur fatale des data centers. Donc il met en place tout ça. Bah, pareil, lui, un des enjeux, c'était je dois obtenir un titre 5 au CSTB. Donc une fois qu'on a vu la galère, le prix, voilà, ça, on s'est dit ouais non mais peut-être que c'est pas prioritaire et il est quand même allé approcher des clients, il fait des ventes, il vend à plusieurs universités en boucle fermée, etc. etc. Il a rencontré, je l'ai mis en relation avec la SNCF qui a commencé à faire des tests, des expérimentations très concluantes sur les solutions et maintenant c'est la SNCF qui va porter son projet devant le CSTB. Et là, ça a à peu près 10 fois plus de poids. Et du coup, là, ça marche. Donc, c'est aussi une autre façon, plutôt que d'y aller en mode start-up, je suis personne, personne ne me connaît. Une fois qu'on a fait ses preuves, donc nous, là, on peut apporter quelque chose. Là, on apporte tout le réseau de partenaires, on les met en relation, c'est beaucoup plus direct comme relation, c'est accéléré. Si tant est que la solution est pertinente et on revient à ce qu'on disait hier, productive, etc. C'est pas juste sympa, c'est green, mais il y a une vraie efficacité économique à la clé. Là, le grand ou petit industriel, lui, en tant que demandeur, consommateur, client, lui, il aura du poids. Donc c'est peut-être une autre façon que... C'est super intéressant parce que je pense que c'est aussi, enfin, pour les autres, c'est quelle est la promesse qu'on fait vis-à-vis d'une entreprise en leur disant on peut vous pousser vers le KIC. Alors, on va dire c'est vachement bien le KIC. Alors on comprend bien, il va y avoir une roadmap, ils vont avoir une capacité, je dirais, de financer, de vous mettre en relation avec des super consultants, blablabla, on a compris ça. Bon. Mais de dire qu'en plus, il y a un réseau de partenaires, moi, ce que j'entends, qui n'est pas seulement que de l'open innovation sur l'accès au marché, mais qui justement, ça, voilà, moi je vends souvent à des startups sur la propriété intellectuelle, je leur dis, vous savez, vous avez peut-être intérêt à co-déposer un brevet avec un gros, parce que le jour où il y aura une attaque en contrefaçon, c'est le gros qui va vous défendre et il sera beaucoup plus crédible en fait. Donc tu vois, si vous faites, enfin, si à l'occasion vous pouvez faire ça, c'est dans le scope et la façon dont vous travaillez avec les partenaires, je pense que c'est un très bel argument, je dirais, pour inciter des entreprises, je dirais, à s'ouvrir quand même. Et il y a quand même le volet, le dernier volet, enfin, qui est seul, je veux me développer sur un marché, seul, je vais avoir des difficultés parce qu'il me manque des briques. Ouais. Ces briques, je vais les trouver comment? Et c'est ça la clique en fait. C'est bien, on va assembler les briques. Et donc ça va accélérer ton développement. Et venir avec une idée en disant je vais me développer, je pense à Air Liquide qui est un gros, mais de se développer dans la biomasse, c'est absolument pas son métier. Donc il va aller chercher des briques dans la préparation de la biomasse, mais pas que ça. Dans où est-ce qu'il va trouver sa biomasse, dans la qualité de la biomasse, etc. Et ça, c'est des briques nouvelles. Et les grands groupes aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'innovation directe, ils vont la chercher beaucoup dans les startups. Et après, ça pose une question, je dirais, dans notre métier à nous, t'appelles les KIC, c'est de dire, c'est que quand on accompagne une startup ou une PME, on a un capital confiance. Je dirais, et on sait faire, quand on fait de la mise en relation, on sait faire de l'intermédiation positive avec des acteurs locaux. Et là, on se dit, tiens, il y a un moment donné où c'est plus dans notre cours parce qu'il faut aller chercher des partenaires au niveau européen. Et quelque part, on va dire à un dirigeant de PME qui nous aime bien, qui a confiance en nous, en disant, t'inquiète pas Louis, là, Kevin, on va te coller dans les pattes. C'est des gens vachement bien. Tu vois, c'est un petit peu cette logique, je dirais, de passer un relais à un autre tiers de confiance, parce que quelque part, vous êtes... complémentaire
vous êtes des tiers de confiance. Hein. Vous le faites très bien au niveau local et nous, on n'aura pas cette empreinte aussi développée au niveau local partout en France, partout en Europe. Par contre, on peut apporter beaucoup plus de overview et de relations au niveau national et a fortiori transnational. Et il y a même une troisième couche. On parlait d'instruments PME qui est, je ne suis pas trop d'accord avec ton collègue, c'est qui n'est pas comme un projet d'innovation, c'est la première partie. C'est bilatéral. Quand on arrive à la validation de la technologie démonstrateur, nous, en ce qui nous concerne, c'est pas avec nos 25 000 euros qu'on va faire un démonstrateur. Par contre, la start-up qui est quand même assez solide déjà là, elle a déjà levé des fonds, etc. Moi, je lui dis, par rapport aux thématiques qu'elle a, candidate à instrument PME. C'est 0,5 à 2,5 millions d'euros. Pourquoi les Français, ils vont pas chercher? Il est là. Alors après, c'est très sélectif, c'est tout ce qu'on veut, mais pour celles qui ont les capacités. Donc voilà, dans la co-construction, il y a aussi ça, c'est-à-dire la technopole, l'accélérateur, plus d'autres, enfin, il faut mutualiser tout ça, il faut se connaître en fait, il faut quand même se connaître en réseau. Et en fait, il peut y avoir un chef d'orchestre, alors c'est toi la technopole, soit c'est nous, mais il faut surtout pas rester dans nos tunnels, dire moi j'ai mon accélérateur, je ne regarde pas les autres, et ça ne peut pas marcher. Et si on a entendu parler de l'instrument PME, de Fast Track to Innovation, de Eurostar, 3 outils européens qui sont pas qui sont d'autres outils européens. Eurostar, c'est collaboratif. 2 PME, un labo de recherche, vous le connaissez ou pas? Bon, instrument PME, on en a parlé. Fast Track to Innovation, il ne faut pas tout faire, mais à un moment, il faut se dire, il y a Pierre qui vient d'arriver, bonjour. Je suis Insect. Je suis une société qui a levé 5 millions d'euros dans les insectes pour faire des protéines et pour faire de la chimie verte. Je veux construire un démonstrateur. C'est le candidat idéal pour un instrument PME. Il faut qu'il y aille. Et on va l'aider. Même si c'est pas nous. C'est pas grave. C'est le succès de tout le monde. Enfin, voilà. Par contre, si c'est une boîte de logiciels, elle ne va pas rentrer forcément dans une thématique. Le critère climat ne rentre pas dans la moyenne des autres critères. En gros, si j'ai un petit impact climat mais un super business model, non merci. Je suis désolé, on est sélectif. Donc c'est impact climat, une note sur 10. On n'est pas des experts pour dire les CO2, mais il faut avoir la moyenne. Et puis les critères classiques business, où il ne faut pas avoir la moyenne, il faut avoir 12 sur 20. Enfin, c'est juste 2 c'est 12. Bon, c'est comme ça en fait. Et donc là, on a les critères classiques que vous connaissez, mais qui sont orientés business. Parce que pour avoir un impact au climat, il faut avoir un impact business. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'essaie de partager avec l'innovation. Nos collègues de l'innovation qui disent, moi j'ai un impact au climat, ouais c'est sympa, mais tu vends rien, donc tu n'as pas d'impact. À part la transformation des cultures et des mentalités. Il faut qu'il y ait un effet de développement. Ok, je vous laisse.